18h. 25 ans après, eh bien, le poids de l'Institut des sciences et techniques de la communication polytechnique, ISTC Polytechnique, dans la formation des communicateurs en Côte d'Ivoire. Nous en parlerons dans l'invité du jour et ce sera avec M. Alfred Damoussa. Il est le directeur général de l'ISTC. Il sera en compagnie de Jérôme Kouakou. Jérôme Kouakou que nous allons avoir aussi pour La Parole est à vous et vos commentaires, mesdames et messieurs, vos commentaires sur les mesures de soutien du gouvernement et de solidarité des Ivoiriens victimes eh bien, de la pluie, des pluies diluviennes qui ont eu lieu dans la nuit du 18 au 19 juin dernier. Santé au quotidien pour nous parler de la prothèse dentaire avec Djenebo Karamoko à 6h52, sans oublier le journal du mondial à 6h15 sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Voici pour le menu. Bienvenue dans cette première session d'information et c'est le journal avec vous, Régis Kofi. Bonjour. Bonjour Angéral, bonjour à toutes et à tous. Madame, monsieur, voici les titres à la une de l'actualité. À l'instar des autres communes et villes touchées par les pluies diluviennes, Cocody pense se plaît. Dans un élan de solidarité, le gouvernement et les populations apportent leur soutien aux sinistrés. Par ailleurs, à la Riviera Palmeraie, le curage des caniveaux et déguerpissement des constructions anarchiques ont démarré ce samedi. Le constat de notre reporter dans cette édition. Face au problème d'incivisme des jeunes, le ministre Sédi Touré souhaite que les parents jouent leur rôle au sein de la cellule familiale en vue d'appuyer les efforts de l'État. L'État qui va réintroduire le service civique en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse était ce dimanche l'invité de l'émission Les Salons de Radio Côte d'Ivoire. Après une surveillance de plusieurs mois en France, la DGSI a arrêté ce samedi soir 10 individus liés à l'ultra-droite française soupçonnés de préparer des attaques contre des symboles de l'islam ou des musulmans. Et puis, le président Recep Tayyip Erdogan a remporté dimanche un nouveau mandat au pouvoir renforcé selon la commission électorale. Et c'est le journal que vous suivez sur la radio numéro 1 sur l'info, le sport. Bonjour à tous et à toutes. Les populations abidjanaises sont toujours sous le choc après les dégâts causés par les pluies diluviennes du mardi 19 juin dernier. Effectivement, Cocody, l'une des communes les plus touchées par les inondations, et c'est tant bien que mal de se relever. Notre reporter Lydie Guadou s'est rendu dans certains quartiers sinistrés de la commune. Voici son constat. Matelas, ustensiles de cuisine, appareils électroménagers continuent de joncher les rues de la cité Fondasso d'Angré-Château. Les studios et villas de cette cité sont encore remplis de boue, les occupants ayant été contraints d'abandonner les lieux. Plus de 15 familles disent avoir tout perdu. C'est le cas d'Aboubakar Kwasi, étudiant en licence professionnelle. Nous avons perdu assez de nos documents importants qui pourraient vraiment nous ouvrir les portes de l'emploi. Nous nous demandons comment est-ce que nous allons pouvoir continuer les études sans ces documents. Koulibaly Véronique, j'ai tout perdu. Mais comme ce n'est pas une vie humaine, je peux dire merci à Dieu. Moi, je dors chez une amie avec mes enfants. Moi, mon problème, au niveau de Fondasso, l'eau de ruissellement qui vient de très loin et qui vient de se déverser à Fondasso, ça c'est inadmissible. Les gens ont failli être piqués par des serpents ici. Les enfants de 1 an, de 2 ans ont été traumatisés. Nous demandons que l'État vienne pour constater ce qui se passe au niveau de Fondasso. Comment faire pour pouvoir faire drainer toute l'eau qui vient d'ailleurs. Comme ces riverains, les habitants de la Riviera Alabra continuent de faire évacuer de leur maison les tas d'immondices que sont devenus toutes leurs affaires. Ils sont assistés dans cette tâche non seulement par la police et la gendarmerie, mais aussi par le BNET qui contrôle la qualité des différents types de déchets. Cette expertise a pour but d'éviter que ces déchets soient mal stockés et ne constituent un danger pour les populations. Outre les camions affrétés par l'État à cette occasion et les stratégies d'assistance mises en place, l'État a décidé de prendre le taureau par les cornes en détruisant les magasins et autres bâtisses situés sur les canalisations, ce qui n'est pas du goût de certaines personnes, à l'image de Gorebi, commerçant à la rue Ministre. Ça fait des années qu'on subit ce genre de dégâts. Aujourd'hui, ils ont décidé comme ça de résoudre le problème, mais sans chercher en amont d'où vient le problème. L'inondation a détruit toutes nos machines et on est en train de se remettre, comment se relever pour redémarrer. Et encore, on vient nous casser. Donc du coup, on est abattu, on est là. On ne sait pas par où commencer. Même s'ils comprennent le désarroi de ces personnes, les agents de l'Office national de la protection civile disent n'agir que pour le bien des populations. Cet ouvrage, c'est là pour traîner les eaux. Les gens construisent là-dessus. C'est un caniveau à ciel ouvert, il faut le laisser comme ça. On n'a pas cassé la maison de quelqu'un.
Mais c'est le caniveau qui a été libéré. Espérons que les mesures préventives prises par l'État permettront d'éviter une autre situation d'une telle envergure. Et pour assister les sinistrés, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a mis en service une clinique mobile de soins qui fonctionne 24 heures sur 24. Professeur Béni Bivreau, Joseph, directeur de l'Institut national d'hygiène publique, en parle. À la suite du Conseil national de sécurité, Monsieur le Président de la République a donné un certain nombre d'instructions. C'est ainsi qu'au niveau du centre FSUCOM, nous avons mis une solution de rechange qui est l'unité mobile qui permettra de commencer à faire les soins en attendant que nous puissions désinfecter l'ensemble de ce centre de santé-là. Je précise que ce centre a été approvisionné en médicaments et tous les soins qui vont se faire au sein de ce centre-là sont des soins gratuits. Nous allons y mettre une deuxième unité mobile qui va assurer les services de maternité. Et la troisième se trouve au niveau de la place Alassane Ouattara. Nous allons faire le relais avec les structures de niveau supérieur. C'est ainsi que si nous avons une situation plus compliquée, nous pourrons référer cette situation-là au niveau du CHU grâce aux ambulances. Le SAMU est là, 24 heures sur 24, pour pouvoir évacuer les personnes dans les centres qui ont un plateau technique plus élevé. D'ailleurs, la clinique mobile maternité déployée par le ministère de la Santé a accueilli ce dimanche matin la naissance de son premier bébé. À présent, je vous donne quelques informations sur les abris construits pour venir en aide aux personnes déplacées. Situation géographique de ces abris, justement. Stade Engré, abri d'une capacité de 1500 personnes, travaux démarrés hier, terminaison ce lundi soir. Riviera Palmeraie à Labra, abri d'une capacité de 1500 personnes, travaux démarrés hier. Terminaison ce lundi soir. Riviera Palmeraie, Sipim, cité Auba-Hélène, terrain de la cité. Château pouvant accueillir 500 personnes, travaux démarrés hier, terminaison ce lundi soir. 2 à 3 autres sites seront identifiés pour la mise en place des autres abris. Par ailleurs, certains groupes scolaires, tels le groupe scolaire Quadio Assaoré, à la Riviera Palmeraie, sont également transformés en centre d'accueil et de soins. Et changeant de sujet, Régis, le service civique sera réintroduit en Côte d'Ivoire, un projet de loi voté bientôt. C'est l'information livrée par Sidi Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. Le ministre était l'invité ce dimanche de l'émission Les Salons de Radio Côte d'Ivoire. Ce programme de service civique est une réponse au problème d'incivisme des jeunes en Côte d'Ivoire. Le ministre Sidi Touré souhaite toutefois que les parents jouent leur rôle au sein de la cellule familiale. On l'écoute. Il faut impliquer la famille à tous les niveaux. Il faut impliquer le cercle familial à tous les niveaux. D'un point de vue réglementaire, nous ferons la sensibilisation. D'un point de vue législatif, nous allons mettre le cadre pour aider les jeunes à avoir les meilleures habitudes. Et le cadre et les leviers, c'est le bénévolat pour la contribution à la communauté, pour apprendre ce que c'est que la valeur de la chose publique. Ce sont des éléments structurés que nous pouvons mettre en place. Mais le reste doit être fait dans le cercle familial. Et donc, chacun a sa part de responsabilité. Il ne faut pas que l'individu qui est assis dise « Ah oui, c'est X ou bien c'est l'État ». Tout est remis sur l'État. Mais qu'est-ce qu'on fait pour éviter qu'on en arrive à une telle situation ? Une question dans ce journal, comment financer la croissance verte en Afrique ? La question au centre d'une conférence internationale mardi dernier à l'hôtel Ivoire Cocody. Cette quatrième rencontre consacrée à l'économie verte a pour objectif d'accroître l'accès au financement des petites et moyennes entreprises africaines pour mettre en œuvre des actions de lutte contre l'impact du changement climatique. Les PME devraient être suffisamment outillées, selon Arantxa Gomes, la directrice exécutive du Centre de commerce international. Nous devons renforcer la compétitivité des PME. Il y a beaucoup d'entreprises qui veulent un accès au financement, mais qui n'ont pas de plan de viabilité, qui ne sont pas suffisamment compétitives pour pouvoir bénéficier de ces financements. Ordonner, organiser mieux l'écosystème dans le pays, que les incubateurs, que les institutions de financement, que les institutions de contrôle de la qualité, que des hubs verts où on puisse parler aux PME des opportunités dans cette économie verte, soient mieux connectés, un réseau, un réseautage, un écosystème. Et enfin, construction d'un marché plus large, un marché régional. C'est tout l'essence de la grande zone de libre-échange continentale africaine que nous pensons peut aider à une meilleure distribution de ces financements pour les PME vertes en Afrique.
C'est aujourd'hui que démarre à Grand Bassam la 3e édition de la session internationale des réflexions stratégiques. Placée autour du thème reconstruction de l'outil de défense post-conflit, cas des pays africains, cette rencontre sera l'occasion pour les experts civils et militaires de partager les expériences sur la problématique de défense propre à l'Afrique. De nombreux défis restent à relever par nos pays africains pour la reconstruction de l'outil de défense post-conflit, estime Jean-Jacques Konadje, chef de cabinet civil du ministère de la Défense. La reconstruction de l'outil de défense en période de post-conflit représente un véritable défi pour tout pays qui s'inscrit dans un processus de paix durable. C'est la raison pour laquelle elle doit tenir compte des réalités et surtout des particularités géopolitiques locales des pays concernés. Mieux, elle devrait bénéficier de plusieurs conditions favorables. Il s'agit entre autres d'un accord politique entre les ex-belligérants qui permet de tracer les sillons d'une paix durable, d'une volonté politique affichée au plus haut niveau par le pays qui engage une telle réforme, de la mise en œuvre de la réforme du secteur de la sécurité, de la mise en place d'un programme de désarmement, de démobilisation et de réintégration, et enfin d'une politique de cohésion au sein des armées. L'édition 2018 de la semaine des veuves et orphelins, organisée chaque année par l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, s'est achevée par le culte de clôture au temple Bethel d'Abobo Baoulé samedi, occasion de faire de dons justement aux veuves et orphelins. Les réactions de quelques bénéficiaires. Sœur Akoun Martine, j'ai perdu mon père, cela fait 1 an. En tout cas, c'est vraiment difficile parce que du côté de mon père, on n'a pas de soutien. Un jour à part pour soutenir les veuves et les orphelins. Et c'est ça, l'église. On a besoin d'être épaulé, d'être soutenu. Maman Agathe, Awo Elisabeth, épouse Gros, on est content. Nous les veuves et orphelins, c'est bon. Il n'y a pas l'autre encore. Je suis content bien. Akédé Séraphin. Je me suis fait connaître par les collègues proches du pasteur Akéla. Mon papa qui n'est plus, ses collègues, notamment le pasteur David Kwadjo, qui m'a beaucoup soutenu et m'a aidé à poursuivre mes études jusqu'à ce que j'aie mon bac. Nous aimerions que ces événements soient continuels. Et nous allons à l'international. D'abord, juste à côté de nous, au Mali, la tension reste vive dans la région de Mopti après une attaque dans la localité de Koumaga, dans le cercle de Djenné. Les faits se sont produits samedi. Au moins 32 civils Peuls ont été tués selon la principale association Peuls du pays. Le gouvernement, dans un communiqué, indique qu'une mission des FAMA d'interposition dépêchée sur les lieux a découvert 16 corps et d'importants dégâts matériels. Les assaillants portaient des habits de chasseurs traditionnels d'Ozo. Les leaders de la communauté Peul du Mali, citant des survivants de l'attaque, s'interrogeaient toutefois dans la matinée de ce dimanche sur l'identité réelle de ces assaillants. Et à près de 6000 km en France, un coup de filet antiterroriste dans les milieux de l'ultra-droite radicale a été mené dans la nuit de samedi à dimanche. Exactement. Les individus arrêtés par les policiers de la Direction générale de la sécurité intérieure DGSI, une dizaine, sont soupçonnés d'avoir projeté des actions violentes contre des cibles musulmanes. L'AFP indique que parmi les interpellés figure le chef de file présumé de ce réseau, Guy S., retraité de la police nationale et habitant de Charente-Maritime, selon des sources proches de l'enquête. Et en Turquie, Recep Tayyip Erdogan a remporté son pari. Il a été réélu hier président de la Turquie à l'issue d'élections très disputées. D'après les résultats, il apparaît que Recep Tayyip Erdogan a remporté la majorité absolue des voix valides, ce qui lui permet d'être réélu au premier tour, a indiqué le chef du Haut Comité électoral. Il a ajouté que 97,7% des voix avaient été enregistrées, précisant que les bulletins qui n'avaient pas encore été comptabilisés n'étaient pas en nombre suffisant pour priver Recep Tayyip Erdogan de sa majorité absolue. Et voilà qui marque la fin de ce point complet sur l'actualité. Coup d'œil à présent sur l'essentiel. À l'instar des autres communes et villes touchées par les pluies diluviennes, Cocody pense à ses plaies. Dans un élan de solidarité, le gouvernement et les populations apportent leur soutien aux sinistrés. Par ailleurs, à la Riviera Palmeraie, le curage des caniveaux et dégarpissement des constructions anarchiques ont démarré ce samedi. Face au problème d'incivisme des jeunes, le ministre Sédi Touré souhaite que les parents jouent leur rôle au sein de la cellule familiale en vue d'appuyer les efforts de l'État. L'État qui va réintroduire le service civique en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse était ce dimanche l'invité de l'émission Les Salons de Radio Côte d'Ivoire.
Après une surveillance de plusieurs mois en France, la DGSI a arrêté samedi soir 10 individus liés à l'ultra-droite française soupçonnés de préparer des attaques contre des symboles de l'islam ou des musulmans. Et puis, le président turc Recep Tayyip Erdogan a remporté ce dimanche un nouveau mandat au pouvoir renforcé selon la commission électorale.